Au sommaire de l'actualité en RDC, c'est bientôt les élections législatives, communales et la présidentielle. Avant la fermeture des campagnes, le candidat Félix Tshisekedi est à Lubumbashi. Le Premier ministre ivoirien a effectué une visite sur les chantiers du 4e pont de la Y4 et de la voie de sortie d'Abidjan ce matin. Il s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux de ces chantiers. À voir également l'INADES Formation, initiatrice d'une assise nationale sur le foncier rural en Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. Une rencontre de tous les acteurs pour échanger sur la problématique de l'urbanisation en Côte d'Ivoire. Ravi de vous savoir en notre compagnie, c'est l'heure du journal, bienvenue à tous. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo où les populations sont appelées aux urnes le mercredi 20 décembre 2023 pour des élections législatives, communales et la présidentielle. Pour cette dernière, c'est une liste d'une vingtaine de candidats qui sont à la course pour cette campagne présidentielle, suivant le candidat Félix Tshisekedi, qui était il y a quelques jours à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Un commentaire de Ravanelli Ntumba. C'est dans la soirée du 5 décembre 2023 que Félix Tshisekedi, président sortant et candidat à sa propre succession, est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Au tarmac de l'aéroport international de Luanda, difficile de respecter l'ordre protocolaire pour celui qui exerce encore les fonctions du chef de l'État. Face à une foule immense qui attendait celui qu'on appelle affectueusement Fachi Béton. De l'aéroport à la place de la Poste au centre-ville, une foule n'a cessé de scander à l'honneur du candidat numéro 20. Je tiens à vous dire que lorsque vous allez me renouveler votre confiance, le 20 décembre de cette année, lorsque vous me renouvelerez votre confiance, je vais m'activer à continuer ce que nous avons commencé avec les jeunes, à continuer à construire les universités nouvelles, à continuer à garantir l'éducation à tous les jeunes, de quelques conditions sociales qu'ils soient. Porteur d'un programme ambitieux évalué à environ 87,7 milliards de dollars pour les 5 ans à venir s'il est réélu, Félix Tshisekedi a mis l'accent devant les habitants de cette partie du pays sur son ambition de lutter contre le chômage qui touche la majeure partie de la jeunesse congolaise. Pour ce faire, l'agriculture est une piste de solution dans ce pays de plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un potentiel déterminant qui place la République démocratique du Congo au centre de l'attention du continent. Nous allons créer des millions d'emplois. Il y a un secteur dans lequel nous nous sommes appesantis et nous voulons davantage développer ce secteur, c'est celui de l'agriculture. Nous avons longtemps négligé ce secteur dans notre pays. Il n'y a pas eu de politique digne de ce nom qui ont permis de développer ce secteur porteur de beaucoup d'emplois. Pour son premier mandat, qui a connu tout de même une période de turbulence dans la coalition FCC Cash, Tshisekedi, qui s'est dégagé de la coalition, a pu réaliser certains programmes concrets, notamment la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de la maternité ou encore le programme de 145 territoires, un ambitieux programme de construction d'infrastructures sur l'ensemble du pays. C'est sous le thème « Consolidons les acquis » en s'appuyant sur l'unité, la sécurité et la prospérité que Félix Tshisekedi bat sa campagne pour sa réélection. Et l'actualité se poursuit en Côte d'Ivoire. Ce lundi, le Premier ministre ivoirien a effectué une visite sur les chantiers du 4e pont de la Y4 et de la voie de sortie d'Abidjan. Cette visite intervient à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Satisfait de l'état d'avancement des travaux de ces chantiers, le Premier ministre s'est dit confiant quant à la fin des travaux dans un bref délai, nous témoignent Diane Cablancan et Maru Seri. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre a pu constater l'avancement des travaux sur ces chantiers stratégiques dans la ville d'Abidjan. Le 4e pont,
en particulier, est un projet majeur qui vise à désengorger le trafic dans la capitale économique ivoirienne. Sa construction permettra de relier les quartiers nord et sud de la ville, facilitant ainsi la circulation et contribuant au développement économique de la région. Est en place. Il reste un seul ouvrage pour lequel nous sommes en train de faire les remblais d'accès. N'eût été la fréquence des pluies de ces dernières semaines, le remblai d'accès aurait été achevé parce que vous savez, quand on fait un remblai, il faut éviter de superposer des couches quand il y a de l'eau en bas. La Y4, quant à elle, est une voie express, appelée aussi la voie de contournement du Grand Abidjan, est en finition. Il y a quelques semaines, Begré-Mambé avait donné 45 jours aux entreprises pour terminer les travaux. Enfin, la voie de sortie d'Abidjan est également un projet d'envergure qui vise à améliorer la connectivité de la ville avec les autres régions de l'Est du pays. Là encore, le Premier ministre a pu constater un grand effort qui est fait afin d'achever les travaux. La visite du Premier ministre sur ces chantiers démontre l'engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre le développement des infrastructures du pays. Ces projets sont d'autant plus importants à l'approche de la CAN qui verra affluer de nombreux visiteurs dans la capitale ivoirienne. L'urbanisation galopante et le domaine foncier rural, c'est le thème qui abrite la 4e édition des Assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. C'est une initiative de l'INADES Formation, Alerte Foncier et le laboratoire juridique du foncier de l'Université de Bouaké. L'objectif est de réunir tous les acteurs pour échanger sur la problématique de l'urbanisation galopante en Côte d'Ivoire et ses conséquences sur le domaine foncier rural en vue de trouver un équilibre. Le commentaire de Zénab Dosso. C'est donc parti pour 2 jours d'échanges engagés entre les acteurs et experts à l'occasion de la 4e édition des Assises nationales sur le foncier qui se présente comme le cadre propice. Une initiative de l'INADES Formation, Alerte Foncier et le laboratoire juridique du foncier de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. L'objectif est de tenter de trouver un équilibre entre ces 2 réalités, l'urbanisation galopante et le domaine du foncier rural. Dans les prochaines années, d'ici 2050, on va assister au fait que 7 personnes sur 10 vont vivre en ville. Il faut chercher de l'espace pour loger, voilà, et créer des conditions de vie pour ces personnes. Donc ça devient alarmant comparativement à aujourd'hui. Donc nous constatons qu'il y aura un certain conflit entre le domaine foncier rural et le domaine foncier urbain. Donc il faut aujourd'hui réfléchir à comment gérer l'interface entre ces 2 domaines-là. Il est aujourd'hui très important parce qu'il faut remarquer que la production vivrière qui nous permet de nous nourrir aujourd'hui et de faire face à l'insécurité alimentaire, ça se fait sur les terres du domaine foncier rural. Et quand on agrandit les villes, c'est sur également les mêmes terres du domaine foncier rural. Et donc, quand on réduit les superficies de surface agricole, cela signifie qu'on est en train de nous exposer régulièrement à l'insécurité alimentaire. Il faut noter que les résultats de ces réflexions seront adressés à l'État ivoirien afin d'aider les autorités publiques à mieux réguler la question. Au terme de leur formation au CAMPC en management des organisations et ingénierie des ressources humaines, les 104 auditeurs de la promotion 2023-2024 ont organisé le samedi dernier un dîner gala de réseautage. Dénommé la nuit du manager, ce dîner visait à célébrer le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des enseignants du CAMPC, mais aussi à raffermir les liens entre les membres de la promotion. Le reportage est signé Konena Norgo et Richard Akeke. Resserrer les liens fraternels et amicaux, ainsi que l'esprit de cohésion entre les 104 auditeurs et leurs enseignants du CAMPC. C'était le sens donné à ce dîner gala organisé par la promotion CAMPC 2023-2024 du Master 2 en management des organisations et ingénierie des ressources humaines.
C'est vrai qu'on a eu des actions, notamment une journée socio-culturelle qui a été clôturée par un don de sang. Alors ce gala, il est la deuxième action et on ne s'arrêtera pas là. Évidemment, au bout de 10 mois de formation, on ne peut que retenir du positif. Beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage et beaucoup surtout de relations humaines. Au-delà de l'aspect festif, il s'agissait pour les 104 auditeurs de construire un réseau, facteur de réussite professionnelle et de performance de leurs différentes entreprises, d'où le thème « Réseautage et performance organisationnelle ». Et selon les panélistes, le jeu en vaut la chandelle. C'est l'opportunité vraiment de sensibiliser tous ceux qui aspirent à être des cadres sur l'importance du réseau. Il faut savoir le créer, il faut savoir aussi identifier les personnes qui vont aider ce réseau à être fort, à grandir. Le monde aujourd'hui est un monde du réseau. Et vous savez que le CAMPC forme des auditeurs très compétents qui ont un niveau très élevé dans la gestion donc, des affaires, que ce soit des affaires publiques ou des affaires privées. Tous alumni du CAMPC, ce dîner gala a ainsi jeté les bases d'une future collaboration professionnelle entre les auditeurs de la promotion 2023-2024 en Master 2 du Management des organisations et Ingénierie des ressources humaines. Intéressons-nous à présent aux affaires maritimes. Ouvert depuis le 11 décembre au port autonome d'Abidjan, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires a mis fin au séminaire de formation de tout le personnel des installations portuaires sur la sûreté. Après 4 jours de formation, les bénéficiaires ont compris la nécessité de la sûreté des installations portuaires pour des ports sûrs et la conduite des exercices et entraînements de sûreté, et ce grâce à la contribution des experts américains venus pour l'occasion. Zénab Dosso et Tima Traoré. Après 4 jours de formation, le séminaire de renforcement des capacités des managers des installations portuaires et des agents de la sûreté des installations portuaires referme ses portes avec succès. 2 sessions marquées par des présentations sur les différentes menaces contre les infrastructures de transport maritime et la nécessité pour les installations portuaires de juguler ces menaces par la mise en œuvre des mesures de sécurité efficaces. Des sessions de formation voulues par la DGAMP, Direction générale des affaires maritimes et portuaires. En tout cas, c'est un bilan positif. Je ne peux que me réjouir en ce sens que la formation a porté d'abord sur les dirigeants et sur ceux qui sont chargés au niveau des installations portuaires à mettre en œuvre quotidiennement le code ISPS. Mais au-delà de cet échange avec mes partenaires sur la plateforme, j'ai pu apprendre des outils pour réaliser des exercices sur vos terminals à conteneurs, évaluer ces exercices et permettre donc aux équipes qui sont au quotidien en contact avec les actions de sûreté d'améliorer leurs procédures, d'améliorer leur rendu. Le séminaire de renforcement de capacité a été rendu possible grâce aux experts consultants issus de la garde côtière américaine. We were able to do a seminar for Nous avons eu l'occasion donc de faire une formation en termes de sûreté portuaire pour les dirigeants des installations portuaires. Nous avons également fait une formation sur la conduite des exercices et des entraînements. Un volet important de ce séminaire de formation, la remise de certificats aux acteurs. Notons qu'au titre de l'année 2023, 3 séminaires de formation ont permis d'instruire au total plus de 200 participants issus de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires et des installations portuaires. Le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été honoré pour son dévouement au travail. En effet, 206 d'entre eux ont été décorés dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Fulgence Canon. Ils ont consacré force, énergie et intelligence à travailler avec passion pour un enseignement de qualité ainsi qu'à la recherche et à l'innovation. Eux, ce sont les braves femmes et hommes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui ont été décorés dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Que ces personnels-là qui
sont à la tâche au quotidien dans l'ombre, que ces personnels-là donc soient reconnus et magnifiés, honorés et décorés. Ils sont 108 personnalités qui ont été faits chevaliers dans l'ordre du mérite dans l'éducation nationale, 60 officiers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale et 38 à avoir été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Parmi eux, Memel Kakou-Charles, président du réseau des écoles supérieures et universités professionnelles de Côte d'Ivoire, qui ont innové en apportant 3 nouvelles filières à l'école ivoirienne. J'ai apporté 3 filières séparées, GERNA, CIP et HST, à l'école ivoirienne. Vous pouvez les définir. GERNA, c'est gestion de l'environnement et des ressources naturelles. CIP, c'est sécurité, incendie, prévention. Et puis HST, hygiène et sécurité au travail. J'ai adressé mes premiers mots à l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ensuite, au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'être décorés dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale, surtout au grade de commandeur. Bien entendu, c'est une grande fierté pour nous. Nous sommes fiers et honorés de recevoir cette distinction. Ça fait quand même au moins une trentaine d'années que je donne des cours dans différentes universités nationales ou étrangères, et ici en Côte d'Ivoire et dans un certain nombre de pays européens. Le ministre Adama Diawara a encouragé chacun d'eux à continuer de travailler avec acharnement pour un positionnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. Et toujours dans cette même veine, la 19e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence en Afrique s'est tenue le week-end dernier à Abidjan. Une soirée qui a vu la distinction de plusieurs personnalités ivoiriennes et africaines récompensées par l'organisation Afrique Vérité, initiateur de l'événement. Le témoignage de Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Une année 2023 qui se termine en couleur pour ces chefs d'entreprise, travailleurs de l'administration publique et élus locaux dont les efforts ont été récompensés. C'était lors de la soirée des awards des meilleurs acteurs de l'émergence en Afrique où des trophées et tableaux d'honneur ont été remis à une vingtaine d'hommes et femmes. Une distinction initiée par la structure Afrique Vérité qui, après une enquête évaluant le rapport social, environnemental, leur gestion du capital humain et leur contribution à l'activité économique du pays, a voulu couronner ces personnalités pour leur travail. Je ne peux clore mon allocution sans traduire notre reconnaissance et nos remerciements à toutes ces personnes qui, jour et nuit, valorisent l'excellence. Peu connus du grand public, assez discrets dans leur méthode, ces travailleurs de l'ombre, dont les efforts ont été mis en lumière, ont salué le geste de Afrique Vérité. Pour les malades, l'hygiène, notre credo, propreté, pas d'odeur, embellissement de l'environnement, ça c'est notre credo. Et nous travaillons 24 heures sur 24. Aujourd'hui, à Djamé où je suis, dessert à Djamé Plateau a été coupé comme district. Mais nous ne recevons pas que ces populations-là. Pourquoi ? Parce que la corruption est moindre, ça c'est un. La gratuité ciblée des enfants et des femmes enceintes est appliquée. Donc des patients démunis qui arrivent sont césarisés et effectivement gratuitement. Nous avons travaillé et nous allons continuer de le faire. Ce prix nous dit que nous sommes sur la bonne voie. Je crois que lorsqu'est survenue, depuis qu'est survenue la crise de la maladie à coronavirus, nous avons travaillé à encourager les femmes du secteur de la chaîne de distribution des produits vivriers à faire en sorte que les différents marchés de vivriers soient régulièrement approvisionnés et que les Ivoiriens ne manquent pas de nourriture. Le secret est juste derrière moi, c'est le personnel. J'ai la chance d'avoir un personnel qualifié, compétent et qui a la conscience professionnelle. Nous, à ITA, nous travaillons comme en famille, ce qui permet à chacun de sortir de ses crispations
et de donner le meilleur de lui-même. Cette cérémonie de distinction a été la 19e édition de la structure Afrique Vérité qui œuvre depuis quelques années à la promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et pour parler santé à présent, l'organisation spécialisée dans la prise en charge du VIH en Côte d'Ivoire, l'ONG Akonda, a initié une journée de sensibilisation sur le VIH-Sida à l'endroit des ouvriers de Côte d'Ivoire terminale. Cette initiative qui vise à informer et sensibiliser les travailleurs sur les risques liés à cette maladie a été menée récemment sur leur lieu de travail. Au programme, des échanges et une séance de tests de dépistage. Le commentaire de Ami Korobara. En 2022, selon l'ONU-SIDA, 39 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH et la population ivoirienne n'est pas épargnée par ce fléau, quelles que soient les couches sociales. C'est dans ce contexte que l'ONG Akonda a initié une journée de sensibilisation au sein de l'entreprise Côte d'Ivoire Terminale. Il est important de mener la lutte contre le VIH en entreprise parce que, vous savez, le secteur privé en Côte d'Ivoire, c'est le secteur qui porte l'économie de la Côte d'Ivoire. Et en entreprise, il est plus facile de mener ce genre d'activité parce que les personnes sont dans un endroit où elles sont déjà focalisées, où elles ont un médecin d'entreprise. Le programme de la journée comprenait des discussions en groupe sur les modes de transmission, les symptômes, les traitements et les précautions à prendre pour se protéger du VIH-Sida. L'enjeu, c'est surtout de consolider des acquis. On voit que toute la sensibilisation, la prévention qui est mise en œuvre dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire a des effets positifs sur la prévalence, la réduction significative de la prévalence du VIH. Par ailleurs, le témoignage poignant d'une personne vivante avec le VIH-Sida a été partagé, permettant ainsi aux ouvriers d'avoir une vision plus concrète de cette maladie. Une séance de dépistage volontaire a également été mise en place, permettant aux ouvriers de connaître leur statut sérologique. Cette démarche anonyme et confidentielle a été vivement encouragée par l'ONG Akonda qui souligne l'importance de connaître son statut afin de prendre les mesures nécessaires en cas de résultats positifs. Oui, je pense qu'après mon passage, je pense que certains de mon équipe vont venir et puis vont se dépister aussi. Bon, c'est une manière de les encourager. Donc je donne le premier pas et puis je pense qu'ils vont suivre aussi. L'ONG Akonda, engagée en faveur de la prévention du VIH-Sida, est la première organisation à penser une prise en charge du VIH en Côte d'Ivoire. Elle a acquis de solides compétences au thème de plusieurs projets de recherche clinique et opérationnelle menés depuis 1995. Le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire a tenu son assemblée générale élective ce mercredi dans la commune de Cocody. En lice, 2 candidats à la présidentielle, dont Jules Gouan, président fondateur de la fondation Glory Impact Group, qui en sort vainqueur. Face à la presse, aux membres du réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, le nouveau président du RIES s'engage à porter haut les couleurs de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Zénab Dosso et de Richard Akeke. Le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire a un nouveau président. Son nom, Jules Gouan, président fondateur de la fondation Glory Impact Group. Il a été élu au cours de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association au regard des actions menées, entre autres, dans la lutte contre le chômage des jeunes. Il aura pour mission de booster le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, gérer et travailler aux ambitions communes des membres, renforcer l'économie sociale, répondre efficacement aux forts besoins de la société. Au nom de sa fondation Glory Impact Group, le nouveau président du RIES s'engage. Ma priorité dans un premier temps, c'est avec l'ensemble des acteurs, main dans la main, œuvrer à pouvoir rendre encore plus visibles les actions du réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est par ces actions conjointes, ensemble, dans la collectivité, que nous réussirons à pouvoir associer les autorités institutionnelles, les autorités politiques, les autorités publiques et tous ces acteurs, ces associations, ces organisations. Ils étaient plusieurs à être témoins de l'élection du nouveau président du réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, représentants des ministres, membres du RIES. Tous ont adressé des mots de satisfaction. Nous sommes là aujourd'hui et nous tenons à féliciter le nouveau président du RIES pour sa brillante élection.
avec le nouveau président, avant qu'il ne soit nouveau président, on a essayé d'échanger, de voir comment est-ce qu'on ira plus loin. Pour rappel, le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire a pour vocation de regrouper l'ensemble des organisations d'économie sociale de Côte d'Ivoire. Le syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire a organisé récemment la première édition de la journée nationale de Mobile Money. Cet événement avait pour objectif de former et sensibiliser les agents du réseau de distribution de la monnaie électronique ainsi que les autres acteurs de l'écosystème des services financiers numériques en Côte d'Ivoire. Le thème de cette première édition était les dangers du blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la cybercriminalité dans le contexte actuel de la finance digitale, responsable en Côte d'Ivoire. Michel Brou. Ce sont plus de 270 millions de francs CFA emportés pour 570 victimes enregistrées par le syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money au titre de l'année 2022-2023. À ce bilan amer s'ajoutent 9 décès dans les rangs de ces agents distributeurs de monnaie électronique. Face à ce sombre tableau, le SYNAMCI a décidé de réunir tous les acteurs impliqués dans le fonctionnement de ce secteur d'activité afin d'être instruits sur la conduite à tenir, la démarche à suivre et trouver des solutions à ces actes criminels. Nous avons pu enregistrer 9 morts. C'est catastrophique et c'est écœurant. Des braves travailleurs ont été froidement abattus dans les différents points de vente, laissant derrière eux des veuves, également des orphelins. Il est inadmissible pour nous qui nous battons nuit et jour pour l'intérêt collectif et individuel de rester sous silence. Après toute cette analyse, nous avons décidé de mettre en place une première section de formation et de sensibilisation des acteurs du réseau de distribution. Nos attentes, c'est de véhiculer le bon message, le comportement que nous devons avoir au sein de nos points de vente. Et lorsqu'on est victime d'un cas d'arnaque et de braquage, quelle doit être la procédure à suivre? Ce secteur apporte beaucoup dans l'économie de la Côte d'Ivoire à travers les transactions qui se font pour permettre les échanges non seulement au niveau national et au niveau international. La première édition de la journée nationale du Mobile Money a réuni plus de 300 agents distributeurs de monnaie électronique. Le SYNAMCI revendique à ce jour 2000 membres et s'est donné pour mission de lutter pour la révalorisation du revenu des membres de son organisation, mais aussi des meilleures conditions de vie des agents. Et direction Yamoussoukro. Comme chaque année, et cela depuis 2015, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement se réunit en atelier d'évaluation des activités des années écoulées pour une revue des difficultés rencontrées et des leçons apprises permettant de mieux planifier les activités à mener au cours de la nouvelle année. Pour cette année, c'est la ville de Yamoussoukro qui a accueilli tout le staff de l'Association africaine de l'eau et ses partenaires clés pour un atelier d'évaluation. Initialement, l'Union africaine des distributeurs de l'eau, née en février 1980 de la volonté des dirigeants de quelques sociétés d'eau en Afrique, avait pour ambition de mettre en commun leurs ressources humaines, techniques et financières pour la formation des hommes et des femmes dans les entreprises du secteur de l'eau. Les membres de l'Association africaine de l'eau se sont réunis en atelier d'évaluation des activités des années écoulées pour une revue des difficultés rencontrées et des leçons apprises permettant de mieux planifier les activités à mener au cours de la nouvelle année. Aujourd'hui, dans le monde, 1 personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable et l'Organisation des Nations Unies s'inquiète et d'ici 2050, jusqu'à 5,7 milliards de personnes vivront sans eau potable au moins 1 mois par an. En ce qui concerne notre continent, environ 320 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable et 695 millions de personnes vivant en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à des services d'assainissement adéquats. Ce paradoxe incite les organisations comme la nôtre à donner un coup d'accélérateur à leur façon d'avancer, à donner plus d'idées de déployer, à mener des actions plus ambitieuses et plus fortes en termes d'amélioration des performances des opérateurs, afin que l'accès à l'eau et à l'assainissement ne soit plus un problème pour les Africains. Pour rappel, l'Association africaine de l'eau
et de l'assainissement composé initialement de 17 membres compte aujourd'hui plus de 200 membres repartis dans 45 pays en Afrique et au-delà. Le reportage est signé Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Longtemps rêvé par l'APROMAC, le projet de construction d'une académie des métiers de l'EVA commence à prendre forme. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire a récemment reçu le certificat foncier collectif portant sur 236 hectares, futur site qui va abriter l'académie. C'était au cours d'une cérémonie tenue dans la sous-préfecture de Pakobo dans le département de Tabo. Konena Norgo. Un certificat foncier collectif de 236 hectares, c'est la nouvelle acquisition de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Sur ce site situé à Pakobo, dans le département de Tabo, sera construite la nouvelle Académie des métiers de l'EVA en Côte d'Ivoire, un projet longtemps nourri par l'APROMAC. Il s'agit de l'Académie des métiers de l'EVA. Nous allons mettre en place une école internationale qui est située sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro, le plus bel axe de Côte d'Ivoire, à 1 heure d'Abidjan. Cette école va former les acteurs pour notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les autres pays. Les autres producteurs d'EVA pourront venir se former ici. Donc, c'est une école qui va permettre aux jeunes d'apprendre un métier afin de pouvoir mieux se vendre. En initiant ce projet de l'académie, l'APROMAC ambitionne de former des spécialistes sur la production et la transformation du caoutchouc. Et l'acquisition de ce certificat foncier pèse double dans ce projet. Au-delà de la symbolique de remise officielle du certificat foncier, pour nous, l'APROMAC en tant que fêtière de tous les producteurs de caoutchouc en Côte d'Ivoire vient de donner un signal fort à tous les producteurs. Créée en octobre 1975, l'APROMAC a été désignée Organisation interprofessionnelle agricole de la filière EVA par décret en février 2020. Elle est composée de 2 collèges, notamment le collège des producteurs et celui des transformateurs. Et au-delà de nos frontières, la Sierra Leone a récemment signé un accord avec la China Road, avec Bride Corporation et le cabinet d'architectes du groupe Atepa pour la réalisation du projet de construction d'un pont de près de 8,5 km devant relier Freetown à la ville côtière de Lungi, située à près de 30 km de la capitale. Le projet budgétisé à près de 5,1 milliards USD est prévu pour démarrer en 2024 et être achevé après 3 ans de travaux. Une étude de faisabilité est actuellement en cours et devait être finalisée dans les prochains mois. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.